pour nous, c'est l'esprit de la matière. La matière devient vivante. On ne va pas chercher les vivants ailleurs, les livres ou lointains, sur les Mars ou ailleurs. On les cherche ici dans la matière, là où on habite. Et donc, j'ai demandé à Eric de nous témoigner qu'il a fait un long voyage juste dans les montagnes de Colombie à Sainte-Martha. Vous connaissez tous son histoire, où il a rencontré un peuple qui était quelque part oublié de notre civilisation, ou qui a réussi de se faire oublier, et qui s'est réfugié lointain dans les montagnes, toujours un peu plus haut, et avec les rencontrer et nous amener un peu le lien avec ce peuple. Et ce peuple a certaines particularités qu'ils sont encore plus dans les vivants que dans la matière. Et c'est quelque chose qui est un très beau témoignage. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui pour nous de réapprendre, de revoir une nouvelle relation avec la nature, avec la Terre, la planète, mais aussi avec les autres, comme quelque chose habité, quelque chose qui n'est pas que des molécules, des kilos, des volumes et des masses atomiques, mais qui a une vie, qui a une identité, qui est connectée quelque part à quelque chose de plus grand. Et donc, je donne la parole à Eric. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous. On a passé de bons moments à quelques années ensemble. Tu nous racontes beaucoup de belles histoires sur les corgis. Et je te laisse la parole de nous un peu présenter ce côté vivant, ce côté connecté à la nature. Merci Ulrich et merci à vous d'être là. Ulrich m'a proposé un défi, parler d'une société qui a 4000 ans d'histoire et de ma rencontre avec cette société en 30 ou 40 minutes. C'est un défi, mais il paraît que ce qui est simple s'énonce simplement. Je ne vous parlerai pas du vivant, parce que le vivant est un mystère et chacun l'expérimente. Je peux peut-être vous parler du cheminement que j'ai fait avec cette société, de ce que ça m'a ouvert, c'est la seule chose que je connais à peu près. En fait, j'ai eu un premier parcours de vie qui s'est passé en montagne. J'étais guide de montagne dans le parc de la Vanoise et la montagne est une très belle enseignante, une très belle compagne. Elle apprend beaucoup et elle vous met tout de suite au contact de cette vie et de ses risques aussi sans passer par le mental. Quand on est guide de montagne, on accompagne des gens en montagne, justement, on est censé les accompagner en sécurité, qu'ils y prennent du plaisir et qu'ils redescendent contents de leur expérience. Donc, c'est à vous de gérer cette relation intime entre le mystère du vivant dans la montagne, les risques, et le fait d'emmener quelqu'un pour toucher cette expérience. Et cette pratique de la montagne m'a emmené en Colombie, où il y a la plus haute montagne du monde en bordure de mer, à 6000 mètres d'altitude. Vous êtes à 45 km de la mer des Caraïbes, ce qui veut dire que sur 45 km, vous avez tous les climats de la Terre. C'est important parce qu'en fait, on peut considérer cette montagne comme une espèce de micro-planète posée au bord de la mer des Caraïbes. Et donc, comme guide de montagne, quand on m'a dit la plus haute montagne du monde en bordure de mer, j'ai voulu aller voir l'effet que ça faisait de voir la mer des Caraïbes depuis la neige et les glaciers. J'ai eu un œdème pulmonaire, de l'eau dans les poumons, donc il n'y a pas de douleur physique, mais il n'y a plus d'oxygène dans le sang. Et je me suis retrouvé à moitié agonisant dans la montagne, et j'ai eu la chance que des sauvages, des archaïques, des primitifs, des sous-développés, des autochtones, comme on les appelle, malgré 5 siècles de barbarie que nous leur avons fait subir, et eu encore la gentillesse de s'occuper d'un hurluberlu qui venait faire leur montagne et de me soigner, de me sauver la vie. Et je me rappelle, pour vous dire à quel point j'étais déformé par le monde moderne, j'ai fait ce qu'on appelle des grandes écoles. Et dans les grandes écoles, on vous répète à longueur d'amphithéâtre que vous allez faire partie de l'élite de la France. Donc là, l'élite de la France, elle a découvert la solidarité de la vulnérabilité. Et justement, ce dont tu parlais, Ulrich, ce lien ténu qui existe entre les humains quand ils sont confrontés à des situations difficiles. Et ils m'ont ramené dans une hutte, ils m'ont soigné. Je me souviens, quand j'ai commencé à remarcher, devant la hutte, il y avait des petites tomates cerises, vous savez, ces petites tomates qu'on mange à l'apéro rouge. Et ça poussait, c'est des tomates rampantes qui poussaient sur pas mal de mètres comme ça. Et en regardant ces tomates, je me suis dit, ils sont un peu bêtes, ces Indiens, parce que
En fait, les tomates touchent le sol et donc elles pourrissent. Et donc moi, je vous rappelle, j'ai fait des grandes écoles, donc je me suis dit, tiens, je vais leur apprendre comment on cultive des tomates. Donc me voilà parti dans la forêt chercher des tuteurs pour redresser tous ces plants de tomates qui étaient à l'horizontale et les mettre à la verticale pour sauver leur récolte. Et en fin de journée, quand les Kogi reviennent, ce sont des agriculteurs, ils viennent de leur champ, ils se mettent derrière moi, puis j'entends des rires, certes ténus, mais très clairs. Ils me regardaient, mes tuteurs. Et il y en a quand même un qui a fini par me demander, mais qu'est-ce que tu fais? Alors j'étais un peu gêné de leur expliquer que visiblement, ils ne savaient pas cultiver des tomates et que j'allais leur expliquer. Et à un moment, ils m'ont dit, tu sais, si on a mis ces tomates rampantes devant la hutte, une de nos huttes dans notre village, c'est en fait parce que ce sont des tomates qui dégagent un tanin extrêmement fort. Et donc, ça évite que les insectes rentrent dans la hutte. Donc, si ça t'embêtait pas de remettre toutes les tomates comme tu les as trouvées en arrivant, ça nous arrangerait. Voilà, ça a été ma première leçon qui résume un peu cette espèce d'arrogance du monde moderne occidental pour l'autre, pour ce qui n'est pas lui, et cette difficulté, pour ne pas dire incapacité, à écouter et être en dialogue. Donc ça a été une expérience un peu marquante pour le jeune occidental que j'étais. Et on peut dire que c'est dans le Tao, on parle de 3 époques dans la vie. Le Dantian inférieur, c'était un peu le temps de l'expérience, la montagne et la rencontre avec cette société à ce point différente. Je me suis un peu interrogé sur eux. J'ai découvert que c'était la dernière société précolombienne encore en état de marche. C'était des humains qui, comme tu l'as évoqué, Ulrich, soit en fuyant notre modernité, se sont réfugiés dans leurs montagnes. Et ils ont à peu près perdu, ou plus exactement, on leur a volé 80% de leurs terres, entre la guérilla, les paramilitaires, la mafia, les pilleurs de tombes, les exploitants de bois précieux, le tourisme, j'en passe les meilleurs. Et donc, quand je leur ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie à l'époque, ils m'ont dit, bah, si tu veux vraiment nous aider, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales, celles qu'on s'est fait piquer depuis l'arrivée de Christophe Colomb. Et comme j'étais jeune et gentil, je leur ai dit, pas de problème, je m'en occupe. Je vais vous rendre vos terres. C'est le côté intéressant de la première partie de la vie, c'est qu'on ne réalise pas forcément à quoi on s'engage. Et c'est peut-être très bien comme ça. Pendant ce temps, il y a le riche qui vous passe quelques images. Donc voilà, on a fondé une association en 97 qui s'est mis comme objectif, 2 gros objectifs. Le premier objectif, c'est de collecter des fonds pour racheter des terres et leur rendre leurs terres. Aujourd'hui, on a racheté 2200 hectares de terres sur lesquels une centaine de familles, plus 600 personnes se sont réinstallées. Et sur ces terres, ce qui est assez touchant, c'est des perroquets qui reviennent, des sources d'eau qui recoulent, et quelque chose qui pour moi n'a pas de prix, c'est la confiance entre des humains qui se réinstallent. Elle a été longue parce que c'est des gens qui ont toujours été trahis. Hein. On a signé des quantités astronomiques d'accords avec eux qu'on n'a jamais respectés, comme pour toutes les communautés de cette nature. Et donc là, pour une fois, il me disait, oui, mais tu nous rends une terre, mais qu'est-ce que ça cache, ton truc? Donc on a mis du temps à se faire confiance. Et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau, de pouvoir se faire confiance et de cheminer en humain ensemble. Voilà. Et puis le deuxième axe qu'on a ouvert, c'est un axe de dialogue. Je pense fondamentalement que le plus beau signe de maturité, de paix intérieure des humains, c'est la capacité au dialogue et à s'ouvrir à l'autre dans la joie et la simplicité. Donc on essaie de faire vivre ce dialogue entre la science, on va dire, le monde moderne, et leur tradition, leur regard sur le monde, partant du principe que pour la science, c'est un regard exotérique, c'est-à-dire qui s'intéresse aux phénomènes visibles, dont ils essaient de décrire la nature et les phénomènes et l'origine des phénomènes. Donc c'est une approche extérieure du vivant, alors que les traditions ont plutôt une approche ésotérique, c'est-à-dire qui explore le vivant à travers l'introspection. Et donc, l'intérêt ou l'objet était de se dire, est-ce qu'on pourrait dialoguer? C'est une vieille question qui n'est pas nouvelle. Hein. René Guénon a déjà exploré cette voie en s'intéressant au soufisme, en s'intéressant à l'hindouisme. Et il avait pointé dans les années 20, dans les années 30, qu'il existait bien un continuum entre toutes les traditions qui parlaient d'un certain regard au vivant, d'une certaine compréhension de cette essence des choses dont la nature est une forme d'expression. Donc on a organisé en 2018 une espèce de première mondiale, je ne sais pas si c'était vraiment une première, mais j'en ai pas trouvé d'autres expériences, consistant à inviter 4 chamans Kogi. Alors pour l'anecdote et pour vous préciser de qui parle-t-on quand on parle de chaman Kogi,
Il y a toujours des hommes chamans, les mamas, qui veut dire le soleil, et des femmes saga, qui veut dire la lune, et les rituels ne se font que avec les deux énergies, comme de le Tao, pour créer le mouvement et pour travailler avec les deux dimensions de la vie. Et donc, on a invité 2 hommes et une femme chamans à venir dans la Drôme, donc en France. Ce sont trois personnes qui n'avaient jamais quitté leur terre, qui ne savaient même pas si la France, ça se mangeait, ça se buvait ou qu'est-ce que c'était. Donc, ils arrivent en France, dans la Drôme, et on leur pose la question suivante. Il y avait d'ailleurs le papa du garçon qu'on voit sur la photo. On leur pose la question suivante. Est-ce que vous pourriez sillonner la Drôme et nous faire un diagnostic de santé territoriale de la Drôme? Donc, faites-le avec vos pratiques, comme vous voulez. Et de l'autre côté, on a invité une trentaine de scientifiques à qui on a posé la même question. Est-ce que vous pourriez sillonner la Drôme et nous faire un diagnostic de santé territoriale de la Drôme avec vos outils, cartographie, archives, etc. Et on a eu 4 jours pour essayer ce que j'appelle un dialogue véritable, c'est-à-dire où personne n'essaie de convaincre personne, mais on accepte de s'ouvrir et de tenter l'exercice subtil et délicat de la résonance à quelque chose qui n'est pas commun dans nos visions des choses, nos sensibilités, nos cultures. Et ça a permis de raisonner sur 5 choses, autour du vivant, bien sûr. La première chose, c'est, en fait, les Kogi, en venant en France et dans la Drôme, ont vu et ont pointé des choses de l'ordre du bon sens, de la compréhension de la nature et du vivant, du bon sens que nous ne voyons plus. À force de vivre dans des boîtes, dans des maisons, nous sommes 85% en ville aujourd'hui, on n'a plus les mots, on n'a plus la sensibilité, on n'a même plus les sens pour juste voir ce qui se passe autour de nous en matière de vie. Donc les Kogi ont pointé des choses totalement aberrantes que nous ne voyons plus ou qu'on n'a pas envie de voir parfois. Ça a été un premier champ d'échange. Le deuxième champ d'échange, ça a été du registre du savoir, on va dire du mental. Sur le vivant dans la Drôme, hein, les pins noirs, la rivière Drôme, la végétation, la faune, la flore, alors que les Kogi ne sont jamais venus, ils ont eu des échanges tout à fait pertinents et de qualité sur d'où venaient les pins noirs, sur qu'est-ce que c'est que du grès dans une zone calcaire sédimentaire, enfin plein de sujets comme ça, où les scientifiques leur disaient, écoutez, vos propos sont tout à fait exacts. Donc ils s'entendaient bien, scientifiques Kogi s'entendaient parfaitement. La seule question qui était derrière, c'est la question que posaient les scientifiques au Kogi, mais comment savez-vous tout ça? Comment pouvez-vous savoir sur la nature dans la Drôme, qui n'est pas votre climat, pas votre végétation, vous n'y connaissez rien, comment se fait-il que vous puissiez me parler d'où vous vient ce savoir, en fait? C'était le grand point d'interrogation. Le troisième registre, on est passé sur le plan des connaissances, qui sont liées à une expérimentation d'un site ou d'un lieu. On n'est plus dans le mental, on est dans le corps. Et les chamans qui sont venus ont une formation, avant d'être chamans, qui se passe dans l'obscurité, dans le noir, et qui dure plus de 18 ans. En fait, dès qu'ils sont sevrés, ils vont dans des grottes ou dans des huttes, et pendant 18 ans, ils dorment le jour, ils travaillent la nuit, et ils apprennent à se mettre à l'écoute de ce qu'ils appellent les voies de la mer. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de passer par le mental, il s'agit de laisser le corps, en tout cas de lui permettre de développer une hypersensibilité qui leur permette d'écouter la mer et le vivant. Donc quand ils s'expriment, les chamans hommes et femmes, vous imaginez bien, après 18 ans dans le noir, ils n'ont plus d'ego, et ils vous le disent, hein, c'est pas moi qui parle, c'est à travers moi le vivant et la nature qui s'expriment. Alors on a évidemment 2 manières d'écouter ça, en se disant ils ont fumé la moquette, et de ne pas y porter d'intérêt, ce qui est la démarche assez habituelle de nos sociétés modernes, ou bien de se dire c'est incroyable, on a accès, si tant est qu'on en ait la conscience et le sens des responsabilités, à un rapport au monde, j'ai envie de dire, essentiel, qui nous ouvrirait, pour qu'on en ait l'humilité, une compréhension du vivant qui dépasserait largement ce que nous en avons aujourd'hui et qui résonne bien évidemment avec le soufisme, l'hindouisme ou d'autres traditions plus anciennes. Mais souvent les Kogi nous disent on n'a pas trop envie d'aller trop loin avec vous parce que vous ne seriez pas en capacité de comprendre. Ils nous appellent les petits frères, vous risqueriez de faire des bêtises avec ce qu'on pourrait vous partager, vous ne comprendriez pas. Petits frères, ça veut dire qu'ils nous considèrent comme faisant partie d'une grande famille fraternelle, mais petit au sens où on n'a pas encore développé une conscience suffisante pour appréhender et accueillir ce genre de connaissances.
Donc là, on a ouvert un chapitre dans la Drôme où les scientifiques étaient bien évidemment complètement perplexes, mais c'était des choses assez phénoménales. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais par exemple, on marche dans la Drôme et puis un colis s'arrête, tend l'oreille et me dit qu'il écoute la terre siffler. En fait, il semblerait qu'ils appréhendent le territoire non pas comme un paysage, une esthétique ou un terrain de loisir, mais comme un corps territorial. Donc, il y a des bruits, des sons, des couleurs, des formes qui les renseignent sur la vie de ce territoire. Donc, c'est assez magique de marcher dans un lieu et d'écouter quelque part chanter ce lieu à travers des perceptions sonores et des fréquences que nous avons sans doute perdues, puisqu'on a dans les oreilles des cellules très très fragiles qui se détruisent et qui ne peuvent pas se reconstituer si les sons sont trop violents. À force d'avoir ce qu'on appelle de l'anthropophonie, c'est-à-dire des bruits urbains, nous avons perdu la géophonie, pardon, et la biophonie, c'est-à-dire les bruits de la nature et les bruits des animaux. Et les Kogi vont encore plus loin, ils vont les bruits de la nature, les bruits des animaux et les bruits de la terre. Là, quand on ouvre ce chapitre-là, c'est assez sidérant. Et en fait, je crois que la clé, pardon, il y a eu un dernier registre, je terminerai avec ça, parce que Ulrich m'avait parlé de 30 minutes, donc j'ai essayé de ne pas m'étaler trop. Et il y a eu le premier registre du bon sens, le deuxième registre du savoir partagé, le troisième de la connaissance. Le quatrième registre, pardon, qu'on a partagé, ça a été, je me suis demandé quand même si les Kogi, avant de venir, n'avaient pas relu tous les livres d'Edgar Morin et avaient fait une synthèse sur la complexité et la transversalité. Parce que les méthodes de travail qu'ils nous ont partagées, c'est un que sais-je compacté et simplifié des réflexions, entre autres, d'Edgar Morin, sur le dialogue, sur la transversalité, sur l'impossibilité d'approcher l'ombre d'un zeste de la conscience de la vie si on n'associe pas tous les savoirs, la géologie, la géographie, la climatologie, etc., mais aussi si on n'associe pas tous les éléments de transmission ou d'apprentissage. Évidemment, le mental, le corps, la relation et le symbole. Donc, je me dis, c'est pas possible. Ils ont fait un résumé, donc ça a ouvert une réflexion sur le qu'est-ce que la connaissance, et au regard de scientifiques qui souvent ont des savoirs très segmentés et en concurrence. Ça a été un grand moment. Et puis, le dernier registre qu'ils nous ont ouvert, c'est en fait une nouvelle épistémée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vivant, on ne sait toujours pas comment la vie est arrivée sur Terre. On a des grandes idées, 4 milliards 5 millions d'années, il s'est juste passé quelque chose. Mais quand on regarde les théories aujourd'hui qui sont en vogue, il en existe 6, dont une qui parle de panspermie, c'est-à-dire de quelque chose, de comète qui serait arrivé de l'extérieur de la Terre et qui aurait fécondé la Terre. En fait, on n'en sait fichtre rien. On devrait être d'une humilité absolue. Donc, c'était Jung qui disait, comme de mon vivant, je ne saurais jamais vraiment comment la vie est arrivée sur Terre. Pourquoi pas m'intéresser à une autre histoire qui raconte comment la vie est arrivée sur Terre? Elle n'est pas plus ridicule que les autres. Donc, comment les Kogi voient l'arrivée de la vie sur Terre? C'est très impressionnant parce que science, le cœur de leur science, si on peut appeler ça comme ça, c'est l'embryologie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de radio, ils ne font pas de dissection, je ne sais pas comment, ils n'ouvrent pas le ventre des mamans pour voir les bébés. Et pourtant, ils connaissent absolument tout de l'embryologie. Depuis l'arrivée du spermatozoïde qui féconde l'ovule jusqu'à la cellule mère, puis l'embryogénèse, puis la formation du placenta, puis l'arrivée, puis le cœur. Pourquoi tout d'un coup il y a une décharge électrique qui déclenche le cœur? À quelle semaine s'installent les dents, etc. Et par ce que nous pourrions appeler la théorie des fractales, c'est-à-dire que les mêmes phénomènes se déploient à des échelles de temps et d'espace différentes, ils pensent que la vie sur Terre est arrivée de la même manière que la vie à travers un bébé. C'est-à-dire qu'ils nous ont parlé dans la Drôme de la Pangée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la Pangée, mais la Pangée aurait été ce continent initial qui regroupait tous les actuels continents. On va le placer en zone tropicale, le Sénégal, pour donner une petite idée. Ce qui veut dire qu'à l'origine de la vie sur Terre, il y avait un seul continent. Et puis tous ces continents, millimètre par millimètre, on parle de 200 millions d'années, hein, ça a pris du temps, se sont déplacés pour prendre la place qu'on leur connaît aujourd'hui, l'Australie, l'Afrique, etc. Et ça continue à se déplacer, mais au rythme d'1 centimètre par an. Nous la découvrons dans le monde moderne en 1911 et elle est confirmée en 1963. Comment?
les Kogis dans leurs montagnes, qui n'ont accès à aucune information autre que leur tradition, peuvent-ils connaître ce phénomène, sachant qu'ils le décrivent extrêmement précisément avec des étapes qui correspondent de manière assez troublante à ce qu'on peut comprendre, nous, avec ce qu'on a appelé les âges géologiques. Et en fait, pour eux, cette Pangée, c'est la cellule mère. C'est l'équivalent de la cellule mère au début de l'embryologie, de l'embryogenèse, pardon. Et cette cellule mère, elle s'est divisée en continents organes. Donc pour eux, quand ils parlent de la mère Terre, c'est pas juste une métaphore, c'est que chaque continent est organique de dans la Terre, au même titre que dans un corps humain. Ce sont toutes les relations qui existent entre les organes, le système ventilatoire, le système sanguin, le système énergétique, le système musculaire, enfin bref, tout ce qui relie les organes. Donc en fait, si on regarde la Terre comme étant l'expression d'un phénomène de l'ordre d'une embryogenèse, alors le vent correspond au souffle, l'eau correspond au système sanguin, les roches correspondent aux structures osseuses. Bref, l'analogie permet de comprendre, d'après eux, comment fonctionne la Terre. Et donc, partant de l'embryologie, il semblerait qu'ils aient projeté sur la création de la Terre une nouvelle épistémée, c'est-à-dire une nouvelle histoire de comment la vie est arrivée sur Terre. Et alors, ce qui est assez troublant, c'est que quand une cellule naît, la cellule mère, la première cellule, naît de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, eh bien, évidemment, elle se sépare en deux, une partie qui va faire l'embryogenèse, les organes, et une partie qui va faire le placenta. Et le placenta, pendant très longtemps, quand les femmes avaient des bébés, on le jetait dans les... Voilà, c'était considéré comme un déchet. Alors, il n'y a que quelques années, une dizaine d'années, qu'on a découvert, que les scientifiques ont découvert, que le placenta était composé de cellules extraordinaires qui peuvent être utilisées pour régénérer les tissus, notamment pour les grands brûlés, ou pour des opérations, on doit faire appel à la greffe. Donc maintenant, le commerce ou le trafic, je ne sais pas comment il faut appeler ça, du placenta est devenu très très prisé, parce qu'on a découvert qu'elles avaient en fait une nature de cellules qui parle de l'origine du bébé, qui est vraiment au départ du phénomène d'embryogenèse. Donc, si on revient à notre histoire de parallèle entre l'embryon et la Terre, d'après les Kogis et d'autres communautés qui vivent avec eux, la Terre aurait donc un placenta. C'est-à-dire que la Terre aurait gardé la trace de la vie avant la vie, et quelque part, ce placenta permettrait de comprendre comment la vie est arrivée sur Terre. Et donc, d'après les chamans Kogis, c'est à cette espèce d'essentiel qu'ils se connectent pour avoir les informations, non pas qui expriment le vivant, ça c'est la nature, mais qui fondent le vivant. En fait, avec les Kogis, on a accès non pas à la partie émergée de l'iceberg, si je prends une comparaison, mais à la partie immergée qui n'est pas visible, mais qui pourtant fonde la vie. Voilà, une fois qu'on a cette responsabilité entre les mains, qu'est-ce qu'on en fait? C'est compliqué. On a essayé d'en faire 2-3 petites choses simples. D'ouvrir une école dans la Drôme pour essayer de se dire, ce vivant, et les Kogis le répètent souvent, il n'est pas propre aux Kogis, il n'est pas propre à une société. Et René Guénon le disait déjà, il est partout, il est en tout, il est mystérieux, et beaucoup de traditions ont ouvert des voies pour essayer de remettre en vie ou remettre du vivant dans nos sociétés mortifères. Donc on a ouvert une école primaire dans la Drôme avec 30 enfants, où l'objet de cette école, c'est comment faire en sorte que les enfants n'aient pas envie d'aller en vacances. Donc s'ils n'ont pas envie d'aller en vacances, c'est qu'ils sont bien. Alors je ne vais pas vous faire le déroulé pédagogique, mais en fait on s'inspire d'un travail qu'on a fait pour essayer d'identifier 9 principes de vie, 9 principes qui remettent en vie, ou qui remettent de la vie, ou qui remettent le souffle de la vie. Et là, on l'a appliqué à une école pour que les enfants n'aient pas envie d'aller en vacances. Après, on peut l'appliquer dans tous les domaines. La santé, on peut l'appliquer à l'éducation, on peut l'appliquer à la gouvernance, on peut l'appliquer au territoire. En fait, la question qui est sous-jacente, c'est pourquoi avons-nous laissé se mettre en place des sociétés réifiantes qui réifient le monde, qui le mettent sous contrôle, et pourquoi ne serait-il pas possible de remettre cette dimension invisible, féminine, non pas
masculin et puis la vie, tout simplement. Je pense que si on arrive à remettre le vivant, en tout cas la conscience du vivant dans nos sociétés modernes, on arrivera à dépasser ces tensions et ces paradoxes qui noircissent le nuage sombre de notre horizon. Je terminerai par une dernière petite chose, si tu m'y autorises, Ulrich. Aujourd'hui, il y a 5 paradigmes, on va appeler ça comme ça, des systèmes de croyance ou de représentation qui agissent les discours de nos politiques ou des entreprises ou des citoyens. Le premier paradigme, vous le connaissez tous, il pourrait presque nous faire sourire, c'est continuons comme avant. C'est-à-dire qu'on voit bien, on va investir 11 milliards, 100 milliards, 300 milliards, et on entend ces expressions, rattraper le retard, relancer la machine, voilà. Pourquoi pas? Et je ne sais pas si c'est un bon ou un mauvais paradigme, mais je doute qu'il nous permette de faire face aux enjeux qui s'annoncent devant nous. Il y a un deuxième paradigme qui est un peu incarné par un monsieur qui s'appelle Elon Musk, qui parie sur la technologie et la science, qui va résoudre nos problèmes. Alors c'est le Bitcoin, c'est des chaînes, des trains de satellites dans le ciel, c'est des puces dans les bras, c'est enfin, tout ce que vous voulez. C'est assez fascinant parce que pour les garçons, hein, les hommes, ça permet de continuer à jouer au train électrique. Finalement, on est fasciné par la technologie, comme quand on était enfant, on était fasciné par les trains électriques ou les jeux vidéo. Un petit côté enfantin avec ça, mais c'est un paradigme qui a une certaine puissance, incontestablement. On avait un troisième qui a été porté, qui a été pas mal vulgarisé et porté par Pierre Rabhi, qui est la décroissance, ou la sobriété heureuse. Faisons moins de la même chose. Alors, il n'est pas inintéressant ce paradigme, mais il est difficile à vendre aux jeunes générations. C'est pas très sexe de dire aux jeunes fais moins, quoi. Déjà qu'il n'a pas encore eu le temps de faire, qu'on lui demande déjà de faire moins. Pas facile, même si j'entends le paradigme. J'en avais un quatrième qui est le grand problème des élus verts actuellement. Ils ont été élus dans des grandes métropoles, Strasbourg, Bordeaux, Chambéry, etc. Alors, leur marge de manœuvre, c'est quoi? C'est mettre des cantines bio, rallonger les lignes de tramway, planter des arbres, faire un peu de social, isoler les maisons. Ce qui est très troublant pour en connaître un, parce que j'ai fait la même école que lui. Donc lui, il a choisi la voie politique, il a été secrétaire d'État, puis maintenant il est maire d'une grande agglomération, avec une alliance avec les Verts. Et moi, j'ai fait complètement autre chose. On s'est retrouvés il n'y a pas longtemps, et il me disait en toute sincérité, en toute bonne foi, je ne comprends pas de quoi tu me parles. Quand j'essayais de lui parler du vivant, en toute bonne foi, il ne comprenait pas. Et ce qui l'a troublé, c'est de se dire, c'est incroyable, on a fait la même école, et on arrive à deux regards, un très politique qui doit faire voilà, l'écologie politique, et qui est forcément borné par ce système de représentation, et le mien qui a traversé ce que je viens de vous partager. Et c'était vraiment touchant pour moi de voir que c'est pas qu'il voulait pas aller dans une autre dimension, c'est qu'il ne comprenait pas de quoi je lui parlais. Donc ça vous laisse augurer de ce qui va se passer dans les villes vertes. Hein. Bon, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, mais c'est pas non plus un paradigme qui va nous aider. Et puis vous en avez un dernier qui est un vrai serpent de mer, c'est la collapsologie. On avait déjà des chercheurs qui avaient parié sur c'est pas Schopenhauer, c'était l'autre, j'ai oublié son nom, Schumpeter, qui parlait de destruction créatrice. Il dit il faut que tout se détruise pour que le nouveau se recrée. Donc ça, c'est la collapsologie. C'est pas forcément sexe non plus. Et surtout, ça crée du désespoir parce que il se trouve que j'habite pas très loin de Pablo Servigne, donc il y a un des enfants du même hameau que lui qui vient à l'école et qui un matin a dit c'est plus la peine d'apprendre puisqu'on va tous mourir. Ça crée pas un élan de vie tout à fait formidable. Même s'il a peut-être raison, on va peut-être s'écrouler, j'en sais rien. Mais souvent, les Kogi et bien d'autres sociétés nous disent en fait, votre problème à vous, c'est votre rêve. Vous n'avez pas de rêve, ou alors vous avez des rêves tellement nuls, ils ne le disent pas comme ça, que ça ne peut pas forcément créer de l'envie, de la dynamique de vie, parce qu'il n'y a pas d'étoile. C'est quoi le rêve vers lequel on pourrait tendre ensemble? Il n'y en a pas vraiment. Voilà, tous ces descriptifs de paradigmes, pour vous dire que ce sont 5 paradigmes qui ne questionnent pas la structure de représentation. Dans un cas, on la perpétue, dans l'autre cas, on la verdit, on la rend plus propre, dans un troisième cas, on la ralentit, dans un quatrième cas, on met de la technologie, dans le cinquième, elle s'écroule. L'intérêt, c'est même pas là. La vie, ce qui est intéressant, c'est juste de la conscientiser, que nous sommes des êtres vivants, qu'elle est en nous, qu'elle nous traverse. Dans le Dantian, il y a le temps de l'expérience, il y a le temps de l'intégration, puis il y a le temps de la vie spirituelle. Je pense que si on arrive à intégrer cette vie en nous, on peut la faire vivre autour de nous. Et c'est juste une manière d'être.
et qui peut être le paradigme dont le monde aurait besoin demain. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le portent parce que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le portent parce que c'est difficile de porter quelque chose qui n'est pas visible. C'est plus une manière d'être. Quand on dit le riche, nous ne sommes que relation en interdépendance. Je revois un client que j'ai à la Défense. Si je lui disais un truc comme ça, je pense qu'il me regardait avec les deux yeux qui tombent de ses orbites. Pouf. Et je lui en veux même pas. Rappelez-vous, en 2006, c'est pas une critique parce que j'aurais fait sa formation. J'aurais peut-être eu le même discours. Le patron d'Orange, quand il y a eu 26 suicides en 2006 et 39 à l'époque en 2009, qui avait dit à France 2, il faut arrêter avec cette mode des suicides. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'est-à-dire que c'était une entreprise où la relation, le lien social, la capacité d'être en lien ensemble dans un projet commun n'existait pas. Donc effectivement, ça faisait des désastres. Ça renvoie à un principe physiologique qui s'appelle l'apoptose. L'apoptose, donc c'est physique, hein, c'est physiologique. Nous faisons de l'apoptose quand nous naissons, quand on est dans le ventre de la maman, des petites membres déplacés dans le ventre de la maman dans des membranes. Puis quand on est, en fait, on a des peaux mortes parce que les cellules qui composent les membranes se sont suicidées. Donc l'apoptose, c'est le suicide cellulaire lorsque les cellules ne reçoivent plus d'informations de leur système sur leur utilité. Donc, dans le cas d'Orange, ça ne s'appelait pas l'apoptose, ça s'appelait la mise au placard, mais c'était pareil. Donc, tant qu'on ne comprend pas ce que sont ces principes de vie en soi, on ne peut pas les faire vivre à l'extérieur. Et Élisée Reclus disait que quand on est dans des époques historiques comme celle-là, c'est un géographe qui est mort en 1905, on rentre dans des époques de régression. Par contre, quand on prend conscience de la vie en nous et donc autour de nous, alors on peut la laisser nous traverser et laisser advenir ce qui doit advenir. Et pour ça, il faut créer des matrices. Il n'y a que les matrices qui peuvent faire advenir. Donc, remettre du féminin. Mais allez dire aux 5 premiers paradigmes que je vous ai évoqués qu'il faut créer des matrices, vous n'êtes pas sûr d'arriver à la fin de votre phrase. Donc, les Kogi parlent de mère-terre. Ils parlent de quelque chose qui nous dépasse complètement. Et je terminerai par une dernière chose, en fait. Dans cette analogie entre l'embryon, le souffle de vie qui arrive dans ce bébé, et donc la terre, il parle de Shikwakla, c'est-à-dire des trames de vie qui relient toutes choses, mais qui pour eux sont bien réelles à la surface de la terre. Et que tant qu'on ne comprendra pas que nous sommes en train de détruire ces trames de vie, et donc d'affaiblir la terre comme un organisme qui pleure et qui souffre, eh bien, on risque d'avoir un horizon bien sombre. Et pour revenir à ton anecdote que tu expliquais, puis je m'en arrêterai là, Ulrich, quand les Kogi sont venus en France à plusieurs reprises, et une fois ils sont venus, ils m'ont dit est-ce qu'on pourrait voir des sages chez toi? Alors ça, c'est très embêtant comme question. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sages chez nous, mais s'ils sont vraiment sages, ils sont discrets, donc c'est pas facile de les trouver. Et donc, on avait été voir à l'époque, on avait été voir des représentants de grandes religions ou des gens comme ça. Et bref, on avait pris le train jusqu'à Lyon, puis après l'autoroute jusqu'à Chambéry. Et donc, il y a des tunnels entre Lyon et Chambéry. Et donc, les Kogi étaient assis derrière moi dans la voiture, et on approche du tunnel. Et rentrer dans un tunnel, faire un trou dans la mer Terre, pour eux, c'est un double choc. Parce que ça abîme toutes ces trames dont je vous parlais. Et puis ça fait mal. Il y a quelque chose de l'ordre d'une douleur. Ils prennent souvent l'exemple de faire un trou dans le ventre, dans votre ventre. Ils disent, mais vous réalisez ce que vous infligez à la mer. Je me rappelle, en sortant du tunnel, il m'avait demandé, mais pourquoi vous faites des trous comme ça dans la terre? Et je lui avais répondu, pour aller plus vite. Ça fait gagner du temps. Ça évite de faire le tour. Il m'avait répondu, mais en fait, jusqu'où voulez-vous aller plus vite? En fait, la grande question qui nous pose aujourd'hui, c'est la question du sens. Je pense personnellement que pour moi, remettre du féminin et reconstruire un sens partagé n'est pas très compliqué. Il faut juste en avoir l'envie et s'y engager. Mais c'est une petite phrase de Hannah Arendt qui disait « Les valeurs sont comme les feuilles mortes », c'est-à-dire la qualité du lien, si on va au-delà des valeurs. Elles ne s'agitent que quand le vent se lève. Donc, allons-nous attendre que le vent se lève pour revivifier ces belles valeurs qui unissent les formes différentes du vivant, dans la joie, la simplicité et la bonne humeur.
Waouh, merci beaucoup Eric, hein. Oui, ça m'a beaucoup touché à nouveau, comme chaque fois. Et j'avais tenu quelque chose de très profond, c'est l'écoute, la capacité d'écouter, d'abord l'invisible, mais écouter aussi son rêve, oser de rêver, écouter son rêve. C'est quelque chose de très profond qu'on a perdu et qui est à la porte de tout le monde. Donc, oser à nouveau de rêver, c'est quelque part le grand thème de notre fondation, entrer en relation avec la nature et entrer dans sa beauté, dans son rêve. Merci beaucoup, beaucoup, Eric. Il y a quelque chose, un paramètre qu'on oublie souvent qui est le temps. Oui. Et on passe par plusieurs phases. Jung l'a bien défini, la dépendance, la contre-dépendance, l'interdépendance et l'indépendance. Il faut laisser aux jeunes la joie de vivre leur ego, leurs expériences, et pas leur faire la morale. Par contre, les adultes ne sont plus là pour les accueillir. C'est ça qui me désespère. C'est-à-dire que les adultes seraient là pour tendre la main et montrer aux jeunes qu'il y a de l'espoir. Or, le discours que portent les adultes aujourd'hui, c'est on espère que les jeunes prendront la relève. C'est pathétique pour moi, ça. Et donc, si on comprenait qu'est-ce que c'est qu'être adulte, c'est-à-dire permettre à ce qui doit advenir d'exister, ne pas être dans expliquer ce qu'il faut faire, mais permettre que ce qui doit advenir advienne, c'est éminemment féminin, alors tous les espoirs sont permis. En fait, on n'a plus d'adultes aujourd'hui. Je parle d'un monde spermatozoïdesque où tout le monde a des bonnes idées extraordinaires. Il n'y a plus aucune zone féconde et féminine pour les mettre en vie. L'urgence aujourd'hui, ce serait de créer une matrice où la vie peut advenir. Parce que si on ne le fait pas, la vie étant ce qu'elle est, elle se chargera de le faire pour nous. Ça risque d'être un peu douloureux. Merci beaucoup, Eric. Avec plaisir, dans la joie. Il y a une dernière petite chose, c'est que pour les Kogi, le but ultime de la vie, c'est le mot Sukwa désigne les enfants et Sukwakan désigne les anciens qui ont retrouvé l'esprit d'enfant. Et il se dit souvent que quand on cherche quelqu'un pour nous guider, aligne les 10 personnes que tu as choisies et prends celui qui a le sourire au cœur. C'est le bon qui va t'accompagner. Je pense qu'on manque de personnes qui ont le sourire au cœur. C'est une jolie parole, Eric, avec laquelle on va terminer et on va chanter avec les Kogi ensemble, vie à cercle. On est tous ensemble. With no beginning.